Aaron est orthophoniste, ce qui signifie qu'il passe ses journées entouré d'enfants qui toussent, de piles de paperasse et de parents qui savent tout ou qui ne viennent pas. Et non, les enfants ne toussent pas à cause de problèmes d'élocution. C'est l'automne, il fait froid, la moitié de la classe est malade, et il partage sa chambre avec l'infirmière scolaire, dont quelqu'un renifle toujours à 5 centimètres de son visage. Après l'école, il rédige ses plans de cours et essaie de ne pas s'endormir la tête la première dans un bol de nouilles au micro-ondes. Alors, quand il dit qu'il a fini à l'hôpital à cause d'un burn-out, ce n'est pas une métaphore. Il s'est littéralement effondré dans le couloir de son travail alors qu'il accompagnait un enfant de 5 ans à une thérapie de groupe. Une minute, il était debout, la minute suivante, dans la chambre 104, regardant une infirmière secouer la tête et dire « Ma chérie, si tu n'arrêtes pas, ton corps t'arrêtera pour toi. » Épuisement professionnel, stress aigu, déshydratation, manque de sommeil, appelez ça comme vous voulez. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait que lui, vêtu d'une blouse d'hôpital, sentant le bouillon, les mains tremblantes, fixant son téléphone avec des yeux humides et réalisant que personne ne l'avait contacté. Pas d'appel manqué, pas de SMS, ni de sa mère, ni de son père. Certainement pas de son frère, Matthew. Il leur avait même envoyé un SMS depuis les urgences. Il avait été léger. « Salut, pour info, je suis à l'hôpital. Je me suis effondré à l'école. Bon, ils m'ont mis sous perfusion. Je suis juste fatigué. Je vous aime les gars. C'est tout. Pas de drame. » Il s'attendait à ce que quelqu'un l'appelle ou au moins lui écrive, mais il faut patienter. Le groupe de discussion resta silencieux, comme une gare routière abandonnée la nuit. 3 heures plus tard, son téléphone vibra. Il avait un peu d'espoir. Peut-être maman, peut-être papa. Non, just Matthew. Un seul emoji triste. Puis, tu peux encore payer la voiture. Non, ça va? Non, ça a l'air effrayant. Juste l'histoire de la voiture. Comme lorsqu'il s'est effondré en public à cause d'un contretemps dans son cycle de facturation mensuelle. C'est là que ça l'a frappé brutalement, comme si on lui avait ouvert les côtes et laissé entrer le vent. Ce n'était pas un frère. C'était un plan de paiement avec un rythme. Le truc, c'est qu'on sait plus ou moins quand on se fait manipuler, mais tant qu'on ne le dit pas à voix haute ou qu'on ne l'admet pas, on peut encore faire semblant. Il avait fait semblant, et maintenant il était allongé dans la chambre 104, bien conscient de ce qui se passait. Il en avait assez d'être celui sur qui on peut compter, celui qui est fort, celui qui maintient tout en place. Il en avait assez d'être la source. Plus tard, l'infirmière est revenue et m'a demandé « Comment va votre douleur ?» Physiquement, peut-être 3 sur 10. Émotionnellement, quelque part, elle a tout brûlé. Elle est partie. Il fixa le plafond et commença à faire le compte de tout ce qu'il avait annulé cette année. Le week-end à la plage avec ses amis? Annulé. Matthew avait besoin d'aide pour le loyer. Des pneus neufs pour sa voiture? Reporté. Maman a dit que c'était une autre urgence financière familiale. Le deuxième travail qu'il prenait le week-end, c'était pour aider à payer l'hypothèque, leur hypothèque. Il travaille le week-end dans un magasin de jouets du centre commercial. En décembre, si vous n'avez jamais passé votre temps derrière une caisse à regarder des enfants ivres hurler et des parents se disputer pour une réduction de 3 $, laissez-le vous dire. Ce n'est pas de tout repos. C'est un effondrement émotionnel au ralenti. Pas une seule fois il ne s'est arrêté pour demander « Pourquoi suis-je le seul à cumuler 2 boulots ?» Matthew a 20 ans, il est en bonne santé physique et émotionnellement stable si l'on accepte ses 4 nuits d'addiction et son aversion totale pour le travail. Il a abandonné sa 2e année de fac, disant que ce n'était pas sa voie. Ses parents ont simplement hoché la tête, genre, bien sûr, va te chercher. À son âge, Aaron travaillait à temps plein tout en terminant ses études supérieures. Mais bon, Matthew a besoin de temps pour trouver sa propre voie. Maman n'a pas travaillé depuis une dizaine d'années. Elle dit être sensible aux environnements de travail toxiques. Papa travaille occasionnellement en freelance, mais passe la plupart de son temps dans le garage à régler des problèmes imaginaires et à pester contre la décadence de la société. Ils ne sont pas handicapés. Ils ne sont pas à la retraite. Ils ont simplement délégué leur vie à Aaron, et il les a laissés faire, pensant que c'était le rôle des bons fils. Il ferma les yeux et imagina son studio, son petit canapé, son réfrigérateur qui ronronnait comme un moteur d'avion, son placard rempli de nouilles instantanées. Il savait qu'il était à l'hôpital. Il s'en fichait. Il y est resté 3 jours, allongé, et pour la première fois depuis des années, il a commencé à se sentir à nouveau comme une personne. Mentalement, physiquement.
Pas de préparation de cours, pas de crise de colère, des enfants de 5 ans léchant le tapis pendant qu'il essaie d'expliquer ce qu'est une syllabe. Pas de pression constante de leurs parents non plus. C'était comme si on lui avait coupé le courant, et il a enfin cessé de trembler. Le 4e jour, une infirmière est arrivée avec ses papiers de sortie. Elle lui a adressé ce doux sourire fatigué qu'il avait appris à reconnaître et lui a dit d'essayer de se reposer. Pas de travail pendant au moins une semaine. Ordre du médecin. Il hocha la tête. Il ne lui a pas dit qu'il avait déjà reçu un email de son petit boulot pour lui demander s'il avait manqué un quart de travail, ni qu'il se demandait encore s'il pourrait payer les ordonnances qu'on lui avait envoyées. Durant ces 3 jours, son téléphone a été éclairé par 11 messages de sa famille. Pas un seul ne lui demandait « Comment vas-tu » ou « On s'inquiète ». Juste un petit rappel. C'est $600 de la part de papa. N'oublie pas l'hypothèque. Et quelques heures plus tard, ils sont arrivés. Vendredi, à Dubaï. Maman m'a dit qu'il y avait un joli pull en solde. Peux-tu m'envoyer $50 ? Et le lendemain, tu te souviens où tu as trouvé ce mixeur? Le nôtre est tombé en panne. Peux-tu m'envoyer un lien? De la part de Matthew, une demande Venmo qui disait « À tes souhaits, mon pote ». Et un emoji rieur. Et puis un autre, tu ne réponds pas. Ça va? Envoie-le si tu es occupé. Et quelques autocollants de plus. Des mèmes. De vrais mèmes. Il savait qu'il était à l'hôpital, et les seuls sujets de conversation qu'il trouvait intéressants étaient les factures, les mixeurs et les pulls. Plus un emoji triste. Il n'a pas pleuré. Il a éclaté de rire dans le couloir, un de ces rires secs et rauques qui naissent du plus profond de la poitrine et semblent presque déjantés. L'infirmière se retourna pour regarder. Il lui fit signe de partir. Il ne répondit pas, ne l'appela pas, n'essaya pas de s'expliquer ni de discuter. Au lieu de cela, il a ouvert l'application Notes sur son téléphone et a tapé une phrase. Il ne m'aime pas. Il dépend de moi. Puis il s'est recroquevillé sur le matelas rigide de l'hôpital et a pleuré. Peut-être d'épuisement. Peut-être de ce chagrin intense et douloureux qu'on ressent seulement quand on réalise que quelque chose qu'on a espéré toute sa vie, comme une famille qui nous aime sincèrement, n'existe tout simplement pas et n'a jamais existé. C'était le moment. La fin. Il avait pris une décision. Il rentra à la maison, épuisé, les yeux cernés, une trousse d'ordonnances à la main et une longue liste de choses à ne surtout pas faire, écrite par le médecin. Le réfrigérateur ronronnait comme une vieille machine à laver. D'habitude, ça le rend fou, mais ce soir-là, ce bruit sourd et régulier le réconforta, car c'était le sien, et contrairement à tout le reste, il ne voulait rien de lui. Son téléphone, en revanche, n'arrêtait pas de vibrer. Messages, factures, rappels. Le cours normal des choses. Il prépara du café, s'assit près de la fenêtre et, pour la première fois depuis une éternité, resta assis. Il ne fit rien. Enfin, pas rien. Son esprit continuait à tourner. Il repensa à une chose que sa mère lui avait dite quand il avait 10 ans. Matthew s'était réveillé en pleurs au milieu de la nuit. Maman est entrée dans sa chambre et lui a dit « Erin, ma chérie, sois gentille et berce-le un peu. Maman a une migraine, mais c'est toi l'adulte. Tu peux y arriver. » Il se souvient s'être senti étrangement flatté. C'était lui l'adulte. Il pouvait gérer ça. Cette phrase est restée gravée dans sa mémoire. Elle est devenue la bande-son de son enfance. À 11 ans, c'était lui qui couchait Matthew tous les soirs. Ses parents allaient faire les courses ou se chercher un dîner rapide, qui se prolongeait parfois jusqu'à minuit. Matthew criait après sa mère. Il le tenait dans son pyjama, pleurant en silence pour essayer de le calmer. Mais c'était lui l'adulte? Non, il s'en chargerait. À 13 ans, il allait chercher Matthew à la garderie, le ramenait à la maison et lui préparait des macaronis au fromage, car maman était épuisée et papa avait le cerveau grillé par le travail. Matthew n'avait pas encore de devoirs, mais Erin devait lui lire des histoires. C'est bon pour son développement. Ils appelaient ça de l'aide, mais aider, c'est quelque chose à laquelle on peut refuser, et il n'a jamais eu cette option. S'il disait « j'ai des devoirs », il répondait « tes devoirs peuvent attendre. Matthew a besoin de toi. » Il n'a que nous, mais d'une certaine manière, il a toujours fait partie de ce « nous ». Jamais l'enfant qui avait besoin d'attention. Il se souvient d'avoir 14 ans, invité à l'anniversaire d'un ami. Bowling, pizza. Il était tellement excité. Ses parents ont même dit oui. Puis ce matin-là, maman a dit « Regarde Matthew. Il a de la fièvre. Tu ne me laisserais pas seul avec un enfant malade, n'est-ce pas ?» Et comme ça, il est resté à la maison. Plus tard,
il a regardé les photos d'anniversaire sur Internet pendant que Matthew lui criait dessus parce que la soupe était trop chaude. Ce n'était pas sa faute. Ce n'était qu'un enfant. Mais Erin aussi. Personne ne semblait le remarquer. Pour se vider la tête, il commença à ranger son appartement, à désencombrer, et il retrouva une vieille boîte remplie d'objets d'enfance. Des photos, des dessins, quelques petites choses qu'il avait conservées. Une photo le fit Jeannette. Lui, 10 ans, agenouillé par terre dans la cuisine, un chiffon à la main. Il se souvenait de ce jour précis. Maman avait annoncé des invités. Matthew faisait la sieste, alors tu ne peux pas passer l'aspirateur, tu vas le réveiller. Elle est partie se préparer. Papa était dans le garage, et il frottait le sol et les chaussettes, les mains à vif. Tu es l'adulta. Tu comprends. À un moment, il a même demandé pourquoi Matthew n'était-il pas nettoyé. Maman a cligné des yeux et a répondu c'est un garçon, et il est plus jeune. Tu ne comprends pas? Des années plus tard, quand Matthew a abandonné ses études, Erin a payé le reste de ses frais de résidence. Elle leur a dit que c'était la dernière fois. Un mois plus tard, maman m'a envoyé un texto, il veut suivre un cours de design. C'est seulement $300. Pourriez-vous? Et oui, il a payé ça aussi. Il n'arrêtait pas de se dire que c'était temporaire. Que ses parents étaient simplement fatigués. Qu'ils avaient du mal à vivre. Qu'ils avaient besoin de soutien. Que s'il tenait bon assez longtemps, s'il continuait à être serviable, altruiste et gentil, un jour, il finirait par le dire. Nous sommes fiers de toi. Ils ne l'ont jamais fait. À la place, tu travailles à nouveau. Tu es si forte. Vous avez de la stabilité. Nous non. Tout est facile pour vous. Pour Matthew, c'est plus difficile. Parfois, il essayait de laisser entendre qu'il était fatigué, que ça devenait trop. Mais à chaque fois, la conversation se transformait en un sentiment de culpabilité prévisible. Et alors, tu vas nous abandonner. Tu dramatises. Ingrate. Voilà ce que tu es. On t'a élevé et maintenant tu ne peux même plus nous aider? Alors il se taisait, suivait, continuait à travailler. Jusqu'à l'hôpital. Allongé là, branché à tout. Il réalisa quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'admettre depuis des années. Il n'avait pas besoin de tout porter. Il sortit un carnet et commença à écrire. Juste pour ne pas oublier. Combien il leur envoyait chaque mois, quelles factures il payait, quelles choses il achetait. Combien de fois il a dit non à lui-même, à sa vie, à ses besoins, juste pour préserver son confort. Lorsqu'il a terminé cette liste, une révélation l'a frappé. Il aurait pu vivre dans un appartement décent. Il aurait pu prendre de vraies vacances. Il aurait pu, il ne sait pas, vivre comme un vrai être humain. Au lieu de cela, il a tout donné et la seule chose qu'il a reçue en retour, c'est « peux-tu m'en envoyer un peu plus ?» Pas cette fois. Il en avait assez de faire semblant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il en avait assez de les laisser le vider comme un distributeur sans fond. Et il en avait définitivement assez de payer la voiture de Matthew. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Il a finalement décroché. 23 messages non-loose. Il prit une grande inspiration et commença à lire. Comme il n'avait pas répondu, le ton changeait rapidement. Au début, il faisait semblant d'être inquiet. Maman a écrit « Mon cœur, comment vas-tu? Je suis inquiète. Envoie-moi un message, s'il te plaît. » Presque doux, presque réel. Quelques heures plus tard, nous avons reçu la facture d'électricité. Pouvez-vous nous l'envoyer d'ici vendredi? Sinon, nous serons facturés. 2 textos exprimaient l'amour maternel. Matthew, comme d'habitude, est passé en mode dramatique. Erin, allô? Tu es en vie? Et juste après, si tu mourais, pourrais-tu encore payer ma voiture? Oh, et puis non, sérieusement, j'en ai besoin pour après-demain. Une demi-heure plus tard, papa m'a envoyé un message bref et irrité. Erin, où es-tu? Ta mère s'inquiète. Tu n'as aucune décence. Il a arrêté de lire après ça. Il devait protéger sa santé mentale. J'ai éteint le téléphone et essayé de dormir. Ça n'a pas marché. Ses pensées le tenaient éveillé, lourd, triste, tournant en rond. Il s'est réveillé avec un mal de tête lancinant et des yeux aussi durs que du papier de verre. Il a fixé l'écran noir de son téléphone, silencieux toute la nuit. Il a fini par l'allumer, au cas où quelque chose d'urgent. La sonnerie retentit aussitôt, forte et insistante. Il ne répondit pas. Quelques secondes passèrent. Ça a sonné encore. Et encore. Et encore. Il ne s'était pas soucié de lui lorsqu'il était à l'hôpital. Il ne s'était pas soucié de lui lorsqu'il avait envoyé un texto. « Je suis sous perfusion. » Mais maintenant qu'il était devenu silencieux, il paniquait,
car le silence était dangereux. Le silence signifiait un risque. Le silence signifiait que la source risquait de se tarir. Les appels ont commencé à alterner avec les SMS. Le dernier message de papa disait « Erin, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Tu n'as pas oublié le prêt immobilier? Si, il est du jeudi. » Et c'est à ce moment-là qu'il a enfin fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il s'est assis et a envoyé un message à papa, bref et concis. « Je ne peux pas aider ce mois-ci. J'ai mes propres dépenses. » 30 secondes plus tard. Scène, puis silence. Un long silence pesant. Et puis, boum, l'inondation. Comment ça? On ne peut pas. C'est juste un transfert. Tu sais comme c'est dur pour nous. Tu abandonnes ta famille. On comptait sur toi. Enfin, égoïste, non? Tu ne te souviens pas de tout ce qu'on a fait pour toi? Il les lut tous et sentit quelque chose se durcir en lui, comme s'il avait été comme de l'argile molle pendant des années. Malleable, chaleureux, serviable. Et soudain, il était concret. Poke, solide, incassable. Il n'a pas pleuré. Plus maintenant. Il savait juste qu'il n'était plus en laisse. Il a tapé une dernière réponse. Je ne te dois rien. Et il a appuyé sur envoyer. Puis il a éteint son téléphone. Pas de drame. Pas d'explosion. Juste au moment où ça partait. Il prit son manteau et sortit. Pas de plan. Pas de destination. Juste de l'air. Finalement, il a atterri dans une petite boutique d'articles de maison près de chez lui, un de ces endroits devant lesquels il passait toujours en pensant à plus tard. Après le jour de paix, après avoir payé leurs factures, après que Matthew ait repris sa vie en main. Après. Mais cette fois, pas plus tard. Il prit une grande tasse en céramique, d'un verre profond, parois épaisses, bordure dorée, lourde dans ses mains. Il l'a vue et s'est dit, je mérite de boire dans une bonne tasse. Pas une tasse ébréchée de la cuisine de mes parents, pas un cadeau d'une conférence. Une vraie tasse, pour moi, parce que je la veux. Puis il est entré dans une bijouterie. Boucles d'oreilles simples en argent, sans pierres précieuses, sans éclat, juste des lignes épurées. Il les a enfilées et, pour la première fois depuis longtemps, il s'est senti beau. Pour personne d'autre. Juste pour lui. Ce n'était pas une cure de shopping. Ce n'était pas une vengeance. C'était un retour aux sources. À son retour, il ralluma son téléphone. Il se sentait enfin prêt à consulter les nouveaux messages. 22 appels manqués. 8 messages vocaux. Emails. Culpabilizations. Menaces. Blagues pas drôles. La pression déguisée en inquiétude. Papa, tu n'imagines pas l'effet que ça nous fait. Maman, je te croyais meilleur que ça. J'avais tort. Matthew n'a envoyé qu'un seul message. Sérieux? Tu nous coupes vraiment la parole. Il s'assit à la table de la cuisine, sortit son carnet et l'ouvrit à cette page. Celle avec tous les chiffres. Tout ce qu'il avait payé, quand, pourquoi et pour qui. Hypothèque pour ses parents. Charges. Assurance. La voiture de Matthew. Ses cours en ligne. Ses cadeaux de Noël. Les dîners. Leurs urgences. Il a tout gâché à nouveau. Au cours des 3 dernières années, il aurait pu acheter une voiture d'occasion ou verser un acompte pour l'achat d'une maison. Et puis, en bas de la liste, il a écrit, à partir de ce mois-ci, $0. Grand. Audacieux. Point final. Puis il expira. Après tous ces appels et messages ignorés, le silence s'installa enfin. Pendant 2 jours entiers, son téléphone ne vibra pas une seule fois. Pas de rappel de facture. Pas de SMS passif-agressif. Pas de spam d'autocollant dans le groupe de discussion familiale. Just la paix. Et, honnêtement, c'était magnifique. Il a même commencé à se poser des questions. Peut-être qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils ont enfin compris. Peut-être qu'ils lui laissaient de l'espace. Ouais, c'est vrai. Le 3e jour, son père a appelé. Il n'appelle jamais. D'habitude, ce sont juste des textos rapides. Pas de superflu. Mais cette fois, une sonnerie. Il n'a pas décroché. 10 secondes plus tard, un message est apparu. Décroche. Urgent. Maman ne va pas bien. Son estomac se serra. Le téléphone sonna à nouveau. Il répondit. Erin, enfin, dit son père. Voix tremblante. Je ne sais pas comment te dire ça. Ta mère a eu une crise ce matin. Nous avons appelé une ambulance. Le médecin a dit que c'était lié au stress. Sa tension artérielle a grimpé en flèche. Son cœur. Elle pouvait à peine respirer. Nous étions terrifiés. Il reste à silencer. C'est à cause de toi? Ajouta son père plus doucement.
Elle était tellement inquiète. Tu as disparu. Tu ne répondais pas. On ne savait pas ce qui se passait. Elle pensait t'avoir perdu. Qu'étonnant. US avait quitté. Il aurait voulu lui dire « Où étais-tu quand j'étais à l'hôpital ?» Mais son père ne lui en a pas laissé l'occasion. « Elle ne va toujours pas bien », a-t-il murmuré. Elle est pâle. Elle dit qu'elle a mal à la poitrine. Je ne sais pas si tu veux la voir vivante. S'il te plaît, viens. Dis-lui que tu n'es pas fâché. Dis-lui que tu as encore le temps. Puis il a raccroché. Il laissa tomber le téléphone sur le lit et commença à enfiler ses vêtements. La tête lui tournait. Cette phrase résonnait à ses oreilles. Si tu veux la voir vivante, maman a toujours été fragile. Toujours quelque chose. Tension artérielle. Migraines. Symptoms mystérieux. Et il a toujours cru. Et si cette fois c'était vrai? À l'hôpital? À la maison? Il n'a rien demandé. Il a juste conduit. Ils l'ont accueilli à la porte. Papa l'a ouverte lui-même, comme s'il avait attendu. Maman était au lit. Dans une pièce sombre, les rideaux tirés. Ça sentait le médicament et quelque chose d'aigre. Elle avait l'air fatiguée. Petite. Comme si elle avait vécu quelque chose. Pour être honnête, Matthew était assis au bord du lit. Silencieux. Sérieux. Jouant au fils adoré, maman leva les yeux et murmura. « Aaron, je suis si content que tu sois venu. » Il s'assit à côté d'elle et lui prit la main. Ses yeux brûlaient, car quoi qu'il arrive, elle restait sa mère. Elle semblait avoir vécu quelque chose de grave. « Oui, murmura-t-elle. J'ai eu tellement peur. J'ai rêvé que tu nous quittais. » Il n'a rien dit. « Je suis désolé si nous avons été injustes envers toi, » a-t-elle dit. Ce n'était pas par malveillance. On t'aime tellement. Quand tu as arrêté de répondre, c'était terrifiant. Tout semblait si crédible. Trop crédible. Il a commencé à tout remettre en question. Peut-être avait-il réagi de manière excessive. Les jours suivants, il est venu tous les soirs. Il a aidé à la maison et a fait les courses. Maman restait au lit et tout le monde parlait à voix basse. Parfois, elle se levait, mais pas longtemps. Elle disait avoir des vertiges. Il lui a acheté une nouvelle couverture. Taos, Grice, comme un nuage, quelque chose de douillet, quelque chose d'agréable. Puis il lui commanda des pantoufles moelleuses. Il voulait prendre soin d'elle, faire quelque chose de gentil. Personne n'a posé de questions sur l'argent, mais maman l'a mentionné spontanément. Les nouveaux médicaments coûtent cher. L'assurance ne couvre pas tout, mais ça va. On va se débrouiller. Il a envoyé $120 pour les médicaments. Papa a dit merci. J'espère qu'elle ira mieux bientôt. Quelques jours plus tard, la machine à laver est tombée en panne. Maman a dit à voix basse. Je ne sais pas comment on va faire la lessive maintenant. Alors il a envoyé $400 pour une nouvelle lessive. Et voilà, il a retrouvé son ancien rôle. Souriant, pratique. Tout semblait presque normal à nouveau. Plus calme, plus tendu. Puis un soir, alors qu'il faisait la vaisselle dans leur cuisine, il n'a plus pu se retenir. « Pourquoi n'es-tu pas venu quand j'étais à l'hôpital » a-t-il demandé. « Tu n'as même pas envoyé de message. » Il a attendu. Maman a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Papa est entré dans la pièce. « Je me suis foulé la cheville, » a-t-il dit. Vraiment grave. Je ne pouvais pas marcher. Et ta mère ne pouvait pas me laisser seule. On était vraiment inquiets. C'était juste la situation. Tu comprends, non? Oui, il comprenait. Il avait compris toute sa vie. Et le lendemain, tout s'est effondré. Il s'est arrêté à la boulangerie près de chez lui pour acheter des petits pains. En sortant, il a croisé Madame Parker, la voisine du dessus de ses parents. Maman discutait tout le temps avec elle. Elle lui souriait, comme toujours. Elle engageait la conversation. Il lui sourit en retour et hocha poliment la tête. Puis elle demanda. « Alors, comment va ta mère ?» Il répondit qu'elle allait mieux avec un léger sourire. Elle haussa un sourcil. « Oh, elle était malade? J'espère que ce n'était rien de grave. » Elle a continué avant qu'il puisse répondre. « C'est drôle, quand même. Je l'ai vue vendredi dernier. Elle était superbe, éclatante et pleine de vie. On s'est croisés au rayon maquillage. Je lui ai demandé si elle avait une occasion spéciale, et elle a ri et m'a dit « Enfin un jour de congé pour moi. » Et maintenant, elle est malade. Il a cligné des yeux. « Vendredi ?» demanda-t-il. « Soir. » Oui, vers 6 heures. L'endroit était bondé. Vendredi. Ce même vendredi, elle aurait eu une crise grave. Le jour où il s'est précipité chez eux et s'est assis à côté de son lit, tandis qu'elle se tenait la poitrine et murmurait comme si elle était sur son lit de mort. Faible,
Pour être honnête. Il est parti vers 5 heures. Elle se leva, se changea et alla faire les courses. Étourdi, il se rendit directement chez ses parents. Peut-être que Madame Parker s'était trompée de jour. Peut-être avait-elle confondu sa mère avec quelqu'un d'autre. Peut-être était-ce une simple coïncidence. Il n'avait pas pu faire quelque chose d'aussi bas, d'aussi manipulateur. Il est arrivé comme d'habitude, sans dire un mot, faisant comme si tout allait bien. Ce soir-là, alors qu'il rangeait la vaisselle dans la cuisine, il a entendu Matthew parler au téléphone dans sa chambre. Ouf, c'était passé tout près. J'ai vraiment cru qu'elle allait nous couper la parole. Il a ri. Mais non, elle est revenue. Maman aurait dû devenir actrice. Sérieusement, même moi je la croyais. On a réussi comme dans un film. Il s'arrêta. Il resta planté là, dans le couloir, à écouter son frère, celui-là même qu'il berçait pour s'endormir bébé, se moquer de lui. Il riait de la facilité avec laquelle il avait réussi à le ramener à lui. Poisson mort. Ils sont tous dans le coup. Une performance. Un piège. Il retrouve son rôle habituel, celui de pourvoyeur. Réparateur. Le bon fil au portefeuille ouvert. Matthew a dû sentir son regard. Il se retourna et le vit debout dans le couloir, le visage rouge. « Aaron, marmonna-t-elle. Quoi de neuf ?» Il le regarda. Il n'a rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Il est passé devant lui, a pris son sac et a enfilé son manteau. « Dis-le à maman et papa. » dit-il calmement, ils ont vraiment réussi. Puis il ouvrit la porte et partit. Dehors, il faisait un froid glacial. Il y avait du vent. Il pleuvait peut-être même. Il ne s'en souvient pas. Il n'a rien ressenti. Il ne pleurait pas. Quelque chose en lui s'était enfin calmé. Quelque chose d'autre s'était enfin réveillé. Cela faisait 6 mois. Il a un nouvel appartement maintenant. Petit, mais avec des fenêtres donnant sur le parc. Le matin, il entend les oiseaux. Le soir, il sent l'odeur du café frais de la boulangerie du rez-de-chaussée. Parfois, il se réveille et n'arrive pas à définir ce qu'il ressent. Cette étrange légèreté, cette respiration calme et régulière. Puis il se souvient. C'est la paix. Il ne doit plus rien à personne. Il vit sa vie. Il ne travaille pas le week-end. Il a de nouveau des loisirs. Il lit de vrais livres maintenant, pas des fiches d'exercice ni des guides thérapeutiques. De vrais romans. Il s'est inscrit à une piscine. Il s'est acheté un nouveau canapé, non pas parce qu'il était en solde, mais parce qu'il était doux et beau. Pour Noël, il est allé à Seattle, juste parce qu'il en avait envie. Il n'a plus de famille, mais il a sa propre personne. Et il s'avère que c'est largement suffisant. Il a aussi des amis maintenant. Les vrais. Ceux qui ne l'ont pas jugé, ne l'ont pas culpabilisé, ne l'ont pas frappé avec le puits. C'est peut-être plus compliqué que ça. Ils boivent un café ensemble. Ils écrivent des textos le soir. Parfois, ils restent assis en silence, et c'est suffisant. Ils n'exigent rien, ne manipulent pas, ne comptent pas les points. Et sa famille? Disons que la coupure d'argent a déclenché une sorte d'apocalypse. Le pauvre Matthew a dû dire adieu à sa voiture. La banque l'a saisi lorsqu'elle a réalisé qu'il n'avait ni travail ni cerveau. D'ailleurs, il n'a toujours pas trouvé sa voie. Les projets freelance de son père ont disparu comme par magie. Il s'avère qu'il regardait YouTube dans le garage pendant tout ce temps. Il suppose que l'univers en a finalement eu assez de faire, comme si cela comptait pour du travail. Et sa mère? Elle a fait un retour courageux après 10 ans de congé sabbatique, trop sensible aux émotions pour les environnements de bureau, et s'est rendue à pied à l'agence pour l'emploi. Aux dernières nouvelles, elle cherche toujours un emploi qui lui permette de faire la grasse matinée et d'être entourée uniquement de personnes bienveillantes. Ils ont dû vendre la maison. Ils n'avaient pas les moyens de payer le prêt immobilier. Maintenant, ils vivent tous ensemble dans un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville. La rumeur dit qu'il parle encore de sa trahison au dîner. S'excuser? Bien sûr que non. Cela demanderait une certaine conscience. Il était bien plus facile de le dépeindre comme le fils ingrat qui a détruit leur petit confort. Ils ont même tenté de mobiliser la famille élargie et ont lancé leur petite campagne de relations publiques. Curials. Appels. Histoire dramatique et larmoyante. Elle a abandonné sa mère, qui a failli mourir de chagrin. Après tout ce qu'on a fait pour lui, je pensais qu'Aaron était le responsable. Il s'avère qu'il est simplement égoïste. Il a reçu des SMS et des appels de cousins à qui il n'a pas parlé depuis des années. Ses grands-tantes. Des membres de ma famille qui se souvenaient à peine de son anniversaire. Comment as-tu pu faire ça à ta mère?
As-tu vraiment quitté tes parents comme ça? J'ai toujours pensé que tu étais le plus mature. On avait tort, je suppose. Chaque message était comme une petite écharde sous sa peau. D'abord, il les ignorait. Puis, il s'énervait. Pas de folie Deloranti. Pas de folie en ligne. Une folie stratégique. Il a ouvert Google Drive. Il a créé un dossier et l'a nommé pour tous ceux qui sont concernés. À l'intérieur, il a téléchargé ses relevés bancaires des 3 dernières années. Des captures d'écran de virements à maman, à papa, à Mathieu. Des captures d'écran de SMS. Maman dit: Tu ne veux pas qu'on reste dans le noir, hein? Mathieu supplie: Si tu ne m'aides pas, je vais me faire virer. Papa lui rappelle que le prêt immobilier arrive bientôt à échéance. Il ajoute un fichier spécial, un message de sa mère le remerciant d'avoir pris en charge le cours de thérapie de Mathieu, qui s'avère être un abonnement à une plateforme de jeux en ligne. Il a ensuite envoyé le dossier à tous ceux qui l'ont abordé. Sans chichi, sans insulte. Juste une phrase qui disait: Avant de juger, voici un peu ce qui se passait en coulisses. Certains se sont excusés. D'autres ont disparu. Quelques-uns ont misé sur le classique, mais c'est ta famille. On ne peut pas s'en séparer comme ça. Eh bien, il s'avère que la famille, ce ne sont pas ceux qui t'ont donné naissance. Ce sont les gens qui ne vous traitent pas comme une batterie vitale. Il n'est pas amer. Il n'est pas brisé. Il guérit. Parce que parfois, la seule façon de devenir soi-même, c'est de se libérer du rôle qu'on nous a imposé étant enfant. Salut les amis, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Au revoir.